Sylvie Berman, bonjour. Bonjour. Nous sommes témoins d'un mépris de plus en plus grand des principes fondamentaux du droit international. Bien plus, certaines normes et en fait presque tout le système du droit d'un seul État, avant tout bien entendu des États-Unis, a débordé de ses frontières nationales dans tous les domaines, dans l'économie, la politique et dans la sphère humanitaire, et est imposé à d'autres États. Si les puissances qui aujourd'hui existent trouvent un principe ou une norme à leur avantage, les États-Unis forcent tout le monde à s'y conformer. Mais si demain, ces mêmes normes se heurtent à leur manière de faire, ils sont prompts à les déclarer obsolètes et à fixer ou à essayer de fixer de nouvelles règles. Ainsi, nous avons vu les décisions de lancer des attaques aériennes dans le centre de l'Europe, contre Belgrade, puis contre l'Irak, puis contre la Libye. Les opérations en Afghanistan ont également commencé sans la décision correspondante du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans leur désir de changer l'équilibre stratégique en leur faveur, les États-Unis et leurs alliés ont brisé le cadre juridique international qui interdisait le déploiement de nouveaux systèmes de défense antimissiles. Vladimir Poutine, discours de Munich, 2007. Sylvie Berman, donc je vous représente. Vous avez d'abord été ambassadrice de France en Chine, au Royaume-Uni, puis en Russie de 2017 à 2019, c'est encore très très frais. Et donc nous sommes à un moment un petit peu particulier de l'année, puisque nous allons fêter les 2 ans, célébrer, je ne sais pas quel mot utiliser. En tout cas, depuis 2 ans, il y a donc cette invasion russe en Ukraine. Et puis plus largement, il y a depuis 10 ans une guerre véritablement lancée après la révolution Maïdan. Donc on vient d'entendre un discours qui est encore antérieur en fait à Maïdan, puisque c'est un discours qui date de 2007, et où au fond Vladimir Poutine semble d'une certaine manière mettre les jalons de ce qu'il va peut-être faire par la suite, en tout cas annoncer qu'aujourd'hui, il n'est plus véritablement, à ce moment-là, il n'était plus véritablement d'accord avec les politiques menées notamment par ses alliés occidentaux, à une époque où la Russie et les pays occidentaux n'étaient pas forcément en bisbille. Pensez-vous que, à ce moment-là précis, à ce moment du discours, il y a eu une sorte de sourdité, une sorte de raté un peu diplomatique, un manque d'écoute de la part justement des puissances occidentales, des États-Unis en premier, la France, le Royaume-Uni en second, par rapport à Poutine et la Russie? Oui, certainement. En tout cas, ce discours traduit bien le ressentiment de Poutine vis-à-vis de l'Occident, le sentiment de ne jamais avoir été écouté, justement, de ne pas avoir été suffisamment considéré, et l'indignation, d'une certaine manière, devant cette politique de 2 poids, 2 mesures. Parce qu'effectivement, la guerre en Irak a été une guerre illégale, non provoquée, et qui a abouti à un certain nombre de crimes de guerre également, avec beaucoup de civils qui ont été tués. Il y a eu Belgrade, bien sûr, les Russes avaient mis en garde, parce que finalement l'OTAN a décidé de bombarder Belgrade sans aucune légitimité non plus. Il y a eu ensuite la Libye, un certain nombre d'autres. C'est pour ça qu'il estime que ce monde régi par des règles, qui est la formule américaine, rules-based, je ne sais plus quel est le terme exactement, je crois que c'est rules-based system, en fait c'est les règles américaines. Et je pense qu'à ce moment-là, tout le monde a été surpris, en particulier les Allemands qui ne s'attendaient pas à un discours aussi vindicatif et qui peut-être effectivement annonçait ce tournant et une suite un petit peu plus agressive. Tout n'était pas joué au début, puisque en 2001, Vladimir Poutine a été le premier à avoir soutenu les États-Unis au moment de l'attentat contre les Tours Jumelles, avoir proposé une coopération. Donc tout n'était pas joué. Mais c'est vrai que 2007, en tout cas ce discours, a été un tournant, et l'année suivante, ça a été l'attaque en Géorgie. Et je me souviens bien, pour avoir assisté à une réunion du G8, puisque la Russie en était encore membre, au moment justement où on a décidé d'intervenir au Kosovo et d'assurer l'indépendance du Kosovo. Et Sergueï Lavrov, qui était là, a dit c'est totalement... Sergueï Lavrov qui était déjà ministre des Affaires étrangères. Non, il était... Alors, je pense qu'à ce moment-là... Non, il était peut-être ministre des Affaires étrangères, mais moi, comme je l'ai bien connu
à New York, où il était représentant permanent pendant 10 ans. Je me souviens plus exactement de la date, mais peut-être effectivement qu'il était déjà ministre des Affaires étrangères. Et en tout cas, il a dit très clairement, vous êtes en train de créer un précédent dangereux parce que c'est une opération totalement illégale. Et les Occidentaux ont répondu, non, non, c'est pas un précédent, c'est une exception. Mais il s'en est prévalu en 2008 au moment de l'intervention en Géorgie. Alors, vous dites les Occidentaux, mais en fait c'est très clairement Washington à l'époque qui mène la danse. Comment se fait-il que la diplomatie européenne à l'époque n'est pas plus présente? Parce que en plus ça se passe au Kosovo, donc c'est quand même plus près de Paris par exemple que de Washington. Comment se fait-il qu'il y ait une sorte d'absence, un manque de force diplomatique à ce moment-là? Quelle est la situation qui amène à cette faiblesse? Alors d'abord, les Européens ont du mal à se passer de leur nounou américaine et en général, ils suivent effectivement les Américains, même pour des crises qui se passent en Europe. Ils ont davantage de moyens et sont moins coordonnés. Mais il y a une autre raison aussi, c'est que 2004, c'est l'élargissement de l'Union européenne et que à partir de là, la position a été un peu de non-relation avec la Russie. Et moi, je me souviens de Javier Solana, qui était le haut représentant pour la politique étrangère de l'Union européenne, qui rentrait de Russie, où il avait vu Vladimir Poutine à Sotchi, et qui avait dit au comité politique et de sécurité, à l'époque j'étais ambassadeur et représentante permanente dans ce comité, il avait dit voilà, j'ai l'idée de ce que peut être une stratégie vis-à-vis de la Russie. Une stratégie, c'est pas un accord de paix, de coopération, c'est une ligne à observer. Et les Baltes, les Polonais qui venaient juste d'arriver, ont un peu surpris tout le monde, parce qu'encore une fois, c'était 2004, en disant non, pas question d'avoir des relations avec ce pays, c'est une menace, et c'est un petit peu gelé les choses. Donc c'est vrai que l'approche vis-à-vis de la Russie était, enfin de l'Union européenne de manière générale, était extrêmement méfiante en fait, et les relations étaient plutôt distantes. Donc en fait, on peut dire que ce sont vraiment les pays très affiliés aux États-Unis qui ont un petit peu pris la main. Parce que je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec Maurice Gourde-Montagne, qui a été votre prédécesseur ou votre successeur quand vous étiez ambassadeur en Chine, qui lui me disait à l'époque où il était Sherpa de Chirac que précisément la France avait proposé dans les années 2000-2007, dans ce moment-là, à la Russie, parce que le moment était propice, une sorte de coopération vraiment réelle, OTAN-Russie, qui n'a jamais été suivie des faits. Mais on ne sait pas exactement qui est-ce qui a refusé. Pourquoi ça n'a pas eu lieu? Parce que c'était le moment idéal. Oui, bien sûr, mais je crois que c'est vraiment lié à la méfiance des pays de l'Est, nouveau arrivés au sein de l'Union européenne. Et la France était considérée comme trop pro-russe, elle l'a toujours été. Bon, Jacques Chirac avait d'excellentes relations avec Vladimir Poutine, et puis finalement, en dehors de François Hollande, tous les présidents français ont essayé d'établir un dialogue avec la Russie. Encore une fois, un dialogue ne veut pas dire complaisance, mais de toute façon, c'est notre voisin en Europe et elle va pas disparaître. Et donc, il y a une méfiance de certains autres États, alors les pays de l'Est, et puis aussi le Royaume-Uni qui avait des relations très difficiles avec la Russie à cause de tous les scandales d'espionnage, de meurtres d'agents doubles à Londres ou d'opposants simplement. Alors ensuite, bon, on remonte un peu, on arrive à 2014, bon, alors Jeux Olympiques de Sotchi, dans la foulée, révolution Maïdan, dans la foulée, annexion de la Crimée, début de la guerre dans le Donbass. Et bien entendu, ensuite, donc, François Hollande est au pouvoir et c'est lui qui va, avec dans le format Normandie, comme on dit, tenter de mettre en place, en tout cas de faire respecter ces fameux accords de Minsk, dont vous avez été vous-même, je crois, en 2021, président du groupe de contact, juste avant que, bien sûr, un an avant que l'invasion ne commence. Qu'est-ce qui fait que ces accords de Minsk, on va rappeler peut-être 2-3 points importants, vous allez nous les rappeler, qu'est-ce qui fait que on n'a pas réussi à faire en sorte qu'elles soient mises en place? Est-ce que c'est parce que c'était impossible dès le départ, que c'était juste un geste diplomatique pour gagner du temps, tenter de... Ou est-ce que c'était véritablement une vraie feuille de route qu'on pouvait faire respecter?
Alors, le point de départ des accords de Minsk, c'est quand même une déroute militaire totale de l'Ukraine. Et donc, ces accords ont permis, d'une certaine manière, de sauver malgré tout l'Ukraine et ce qui restait de l'armée ukrainienne. Je ne crois pas qu'à l'époque, de la part de François Hollande ou d'Angela Merkel, même s'ils ont laissé entendre un petit peu que c'était pour gagner du temps, je ne pense pas qu'à l'époque, c'était véritablement pour gagner du temps. Donc l'idée globalement, c'était de réintégrer au sein de l'Ukraine le Donbass, mais avec un statut spécial. Et en réalité, pour les Ukrainiens, ça a toujours été un accord de capitulation. Et donc, ils n'avaient absolument pas l'intention finalement de le mettre en œuvre. Et au fil des années, parce que ça a duré plus de 8 ans, cette négociation qui se tenait d'abord à Minsk et ensuite en visio. Quand je l'ai reprise, c'était en visio. On devait d'ailleurs, à cause du Covid, et puis on ne pouvait pas retourner à Minsk. Parce que il n'y avait plus de liaison avec Minsk, de liaison aérienne, et puis la Biélorussie était sous sanctions. Et les Russes avaient accepté encore en décembre 2021 que les prochaines se tiennent à Istanbul, et les contacts avaient été pris, le lieu avait été choisi. Puis en janvier, les Russes avaient changé d'avis, et puis ensuite il y a eu le déclenchement de la guerre. Pour que ces accords aient été appliqués, il aurait fallu que les parrains français, allemands soient sans doute davantage à l'initiative. Emmanuel Macron a essayé de le faire au sommet de Brégançon, puisqu'il a obtenu de Vladimir Poutine qu'il rencontre dans le cadre du sommet du format Normandie à Paris, donc en décembre 2019, pour la première fois. Format Normandie, Zelensky. C'est l'Ukraine, la Russie, la France et l'Allemagne. Et donc à 4, qui était censé donner un petit peu les directives politiques aux négociations du groupe trilatéral de l'OSCE. Comment la France se situe aujourd'hui là on a vu Macron dès le départ être le leader d'une sorte d'assurance de garder le dialogue avec Vladimir Poutine. Aujourd'hui, on en est où? Est-ce qu'il y a toujours des canaux? Les canaux sont ouverts? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je pense parce que Emmanuel Macron avait établi des relations assez étroites avec Vladimir Poutine. Il était, à l'époque où moi j'étais à Moscou, il était venu 3 fois. Les 2 premières années du premier mandat d'Emmanuel Macron, c'est ça? Oui, absolument. Donc il y avait eu également Brégançon, où il y avait une relation qui était cordiale en réalité. Et donc Emmanuel Macron a pensé qu'il pouvait éviter cette guerre. C'est la raison pour laquelle il est allé à Moscou. Et il est allé à Moscou avec des propositions précises dans le cadre des accords de Minsk, après en avoir parlé à Volodymyr Zelensky. Mais à ce moment-là, c'était trop tard. Donc je pense qu'il a pensé quand même pouvoir continuer à convaincre Vladimir Poutine. Il l'a appelé plusieurs fois, sans doute trop longtemps, par rapport à, d'une part, l'état d'esprit de Poutine et par ailleurs à l'évolution des opinions publiques. Donc ensuite, il s'est rangé clairement derrière l'Ukraine. Et il y a eu une forme de rupture avec la Russie, d'autant plus que Vladimir Poutine n'a pas apprécié le documentaire qui avait été fait et qui révélait leur conversation et qui le mettait en scène, parce qu'il a considéré que c'était contraire à tous les usages diplomatiques, et il a indiqué à ce moment-là qu'il ne lui parlerait plus. J'imagine que si le président de la République le rappelait, et il le prendrait aujourd'hui au téléphone. Mais pourquoi faire? Parce que c'est aujourd'hui, de toute façon, je pense que Poutine attend le résultat des élections américaines et compte essentiellement sur Trump. Donc je ne pense pas qu'il se passera quelque chose d'ici là. Derrière tout ça, en fait, quelle est l'intention réelle de Poutine? Parce que bon, si on est dans la logique, cet homme-là est plus que riche, plus que puissant. Est-ce qu'il y a une dimension irrationnelle dans son action en Ukraine? C'est-à-dire, est-ce que finalement, cette guerre-là n'est pas une aventure surtout personnelle? Bon, il y avait peut-être une difficulté politique au moment, on sait qu'il y avait quelques
l'économie russe n'allait pas très bien. Il y avait effectivement politiquement de plus en plus d'opposition. Est-ce que cette guerre-là donc a été déclenchée soit par peur de perdre le pouvoir ou par une volonté de s'inscrire dans l'histoire, de revenir à une sorte de vieux romantisme russe, faire en sorte d'être un homme qui rentre dans l'histoire. Parce que au fond, c'est ça la question qui se pose, c'est quelle est l'intention derrière tout cela aussi? Oui, je crois que c'était un peu une question d'héritage. Alors on parle de la richesse de Vladimir Poutine, ce qui est vrai, mais son obsession, c'est de restaurer le rang de la Russie. Pour lui, c'est fondamental. Et la Russie, c'est pas l'Union soviétique, bien évidemment, même s'il peut y avoir un regret de la puissance de l'Union soviétique à l'époque, mais il s'inscrit plutôt dans une ligne tsariste, qui remonte même à Ivan le Terrible et qui passe par Staline. Et il s'est enfermé à cause du Covid, parce que il avait une phobie des maladies contagieuses, il a commencé à lire des textes, et puis 2-3 de ses proches amis lui ont dit que c'était le moment d'assurer cet héritage. Les Américains avaient quitté Kaboul de manière absolument chaotique et ne voulaient pas intervenir dans les affaires du monde. Zelensky à l'époque était très impopulaire. J'étais en Ukraine 3 semaines avant le déclenchement de la guerre et on avait fait un séminaire avec des Ukrainiens et c'était très très négatif sur tous les plans. Et donc il s'est dit que le moment était venu. Zelensky était surtout très impopulaire dans l'armée. Et dans son discours, il fait appel à l'armée en disant rendez vos armes. L'idée n'était pas d'envahir l'Ukraine. D'ailleurs, il n'était pas prêt à une guerre en Ukraine. Il était prêt à une opération militaire spéciale, comme il l'a indiqué, c'est-à-dire à éliminer Zelensky et ensuite mettre quelqu'un à sa place qui serait plus favorable à la Russie, puis sans doute effectivement occuper le Donbass. Mais les Ukrainiens n'y croyaient pas, parce qu'à l'époque j'ai vu même l'entourage de Zelensky, personne ne croyait à une guerre massive et contre l'Ukraine. C'était pas irrationnel, c'était déraisonnable. Il n'avait pas les moyens, et puis il n'a pas mesuré le sentiment national ukrainien non plus. Donc c'est une série d'erreurs qui se retournent aussi contre lui, même si dans ce qu'on appelle le Sud global, il est plutôt très populaire, et même si pour le moment il n'est pas en train de perdre la guerre. Mais néanmoins, l'OTAN s'est renforcée, et on ne peut pas être une grande puissance si on n'a pas de relation du tout avec les Occidentaux. Une semaine plus tard, Pierre partit pour ses terres en emportant avec lui de nombreuses lettres de recommandation pour les membres de l'ordre à Kiev et Odessa et la promesse qu'il lui écrirait et le guiderait dans sa nouvelle voie. Arrivé à Kiev, il y réunit les intendants de toutes les terres qu'il possédait dans ce gouvernement et leur fit part de ses intentions et de ses désirs. Il leur déclara qu'il allait incontinent prendre ses dispositions pour libérer ses paysans du servage. En attendant, il fallait leur venir en aide et ne pas les surcharger de travail. Les femmes et les enfants devaient en être exemptés. Les punitions devaient se borner à des réprimandes. Et dans chaque bien, il fallait organiser des hôpitaux, des asiles et des écoles. Quelques-uns des intendants, et il y en avait qui savaient à peine lire, l'écoutèrent avec terreur, en prêtant à ses paroles une portée qui leur était toute personnelle. Il était mécontent de leur gestion et savait qu'ils le volaient. Tolstoï, Guerre et paix. Alors Sylvie Berman, là, j'ai choisi volontairement ce passage de Guerre et paix, donc de Tolstoï, où on suit le héros Pierre Bezoukov qui revient sur ses terres à Kiev. Voilà. Bon, alors ça signifie quelque chose de quand même très très fort. Et justement, est-ce que, pour revenir un petit peu à la question précédant la lecture de ce texte-là, est-ce que chez Poutine, et peut-être même quand il était un simple citoyen de l'Union soviétique, cette dimension territoriale, ce relais un peu presque spirituel d'ailleurs avec la terre ukrainienne, puisque Kiev, on le sait, on le dit, est finalement la première ville, la ville initiale de la naissance de cette Russie. Est-ce qu'il y a cette dimension-là aussi dans la volonté d'aller chercher Kiev, quoi, d'aller jusqu'à Kiev? Est-ce que ça existe, ou est-ce que c'est
une excuse, quoi. Non, mais si, moi j'ai vécu en Union soviétique vers la fin, à l'époque de la perestroïka, entre 86 et 89. J'ai beaucoup voyagé en Ukraine à ce moment-là, aussi bien à Kiev qu'à Odessa, à Lvov, qui est Lviv aujourd'hui. Et en fait, les Ukrainiens étaient très fiers d'être le berceau de la Russie, la Rousse. Maintenant, le discours a changé parce que c'est un pays indépendant et qui doit aussi se recréer une histoire. Mais c'était très étonnant pour tout le monde à l'époque. Ça a été un choc. Autant le départ du Kazakhstan, du Kirghizistan, c'est pas du tout la même culture, mais le monde slave, c'était différent. Et donc en 91, ça a été un choc. Et moi j'étais rentrée en France, mais je dois dire que j'ai été étonnée aussi. Et donc je pense que pour beaucoup de Russes, ça a été une forme d'amputation. D'autant plus que Brzezinski disait que la Russie ne pourrait jamais être un empire sans l'Ukraine. C'était quand même, c'était le grenier à blé, il y avait les usines à l'époque à charbon, il y avait quand même une richesse culturelle. Et donc ça a été une perte qui a été vécue assez difficilement. Alors pour lui, mais pour tous les autres de sa génération qui sont des homo soviéticus. Et quand vous lisez Svetlana Alexievitch, La fin de l'homme rouge, c'est très révélateur parce que elle interviewe un certain nombre de gens, c'est les années 90 qui ont été les pires, et qui répondent avec nostalgie, nous étions un grand pays. Et voilà, c'est ce qu'a signifié finalement la perte de l'Ukraine. Alors après, c'est une question de génération, parce que l'Ukraine était indépendante depuis plus de 30 ans, et pour les jeunes, c'est évident que l'Ukraine n'était pas russe et était un pays indépendant. Mais pour des gens de sa génération, ce qui explique que d'une certaine manière ils le soutiennent, c'est différent. Alors il y a un cas très particulier qui est celui de la Crimée. Quand la Crimée a été envahie et annexée, d'abord il n'y a pas eu un mort, il n'y a pas eu de réaction. Et la population étant très russophone et russophile à l'époque, il a eu un taux de popularité qui a véritablement explosé en Russie, et même la majorité des opposants, des libéraux, se sont réjouis de l'annexion de l'Ukraine. Y compris dans la jeunesse. Mais y compris dans la jeunesse, puisque effectivement alors, il y a des opposants, Nemtsov était opposé, il y en a d'autres, mais Navalny, par exemple, s'est félicité de l'annexion de la Crimée, et beaucoup de personnes en Russie. Ce que, on comprend mal en Occident parce que c'est considéré comme une annexion illégale, mais pour eux, la Crimée était russe. Il y a un narratif russe plus qu'ukrainien. On sait que c'est Khrouchtchev qui l'a donné à l'Ukraine, mais ça n'avait pas de conséquences, c'était purement administratif à l'époque, mais ça a pris une mesure, une dimension très symbolique après 91. Alors pour en venir à aujourd'hui, ces fameux 2 ans de guerre et d'invasion, dans un mois, on a donc une élection présidentielle. Boris Nadezhdin, donc candidat qui je crois qu'il essaie de se présenter souvent à chaque élection, mais là, enfin, il a quand même réussi à obtenir un grand nombre de voix. On l'a laissé faire, en tout cas, le processus on l'a laissé faire jusqu'au bout. Je crois qu'il a réuni les 200 000 signatures. Il a un discours quand même très anti-guerre. Enfin, il affirme le mot, alors que c'est un mot qui est interdit quasiment. Oui. Pas quasiment, il est interdit. Malgré tout, il ne pourra pas se présenter. Mais cet afflux finalement de signatures signifie quelque chose ou pas en Russie, ou est-ce que c'est à la marge? Comment sont les Russes par rapport à cette guerre au fond? Est-ce que on sait qu'au départ ils ont été comme tout le monde surpris? On sait qu'il y a un côté aussi un peu panurgien chez les Russes. On suit le chef, même si on a des idées. Et puis là, il y a quand même cet homme qui arrive, qui a un discours quand même vraiment pacifiste, anti-guerre, qui même, on a fait un entretien dans Marianne qui est passé il y a peu de jours, avec lui, donc où il dit que même il serait prêt, il a envie de reprendre les relations avec l'Union européenne. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a un ras-le-bol de la guerre?
Où en sont les Russes avec cette guerre? Non, mais je crois qu'il y a un fossé générationnel et si vous regardez les fils de personnes qui viennent signer en faveur de Nadezhdine, ce sont généralement des jeunes et des urbains. Les populations plus âgées, en réalité, restent derrière Poutine, lui font confiance, surtout en ce moment où finalement, bon, en 2022, la Russie donnait l'impression d'être perdante, ce n'est plus le cas aujourd'hui. D'ailleurs, on voit très bien que Poutine est tout à fait confiant, donc je pense que c'est le cas d'une grande partie de la population, puis il a fermé tous les journaux. Il est indépendant, toutes les radios, la seule télévision qui existait encore. Et donc, bon, ceux qui s'informent de cette manière le croient. Mais vous avez une jeunesse urbaine qui, au départ, a manifesté, a été arrêtée, menacée de 15 ans de prison. Ensuite, beaucoup ont quitté la Russie. Et parmi ceux qui restent, eh bien, effectivement, ils soutiennent Nadezhdine parce qu'ils pensent que cette guerre n'a aucun sens et qu'il y a beaucoup d'autres priorités, effectivement, en Russie. Alors, c'est pas étonnant que la commission électorale ait invalidé sa candidature, même s'il avait un nombre record de signatures, parce que peut-être que ça aurait suscité un certain nombre de votes et Poutine ne pouvait pas se permettre ça. Non pas qu'il aurait gagné, Nadezhdine, à mon avis, comme tous les opposants en Russie, n'ont aucune chance de gagner à l'heure actuelle, mais le simple fait d'avoir quelqu'un qui défende d'autres positions, des positions anti-guerre, des positions démocratiques, c'était pas acceptable pour lui. Moi, j'étais même étonnée que le processus dure aussi longtemps. Et par rapport à Poutine lui-même, vous l'avez dit, hein, il y a un Poutine 2022 comme fragilisé, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il a rétabli l'ordre, qu'il est plus fort, plus puissant que jamais? Est-ce qu'il a beaucoup de soutien autour de lui? Est-ce que sa paranoïa, qui était très forte, puisqu'on est encore en plein Covid finalement, y compris en 2022, a disparu? Est-ce que Poutine revient sur le devant de la scène au fond? Poutine est revenu sur le devant de la scène, je ne sais plus à partir de quelle date exactement, mais c'est surtout à partir du moment où il a cessé d'apparaître comme perdant sur le front ukrainien. Il y a une période où... Il a gagné la guerre? Non, il n'a pas gagné la guerre pour le moment, mais personne ne l'a gagné. Hein. L'Ukraine n'a pas gagné la guerre, la Russie n'a pas gagné la guerre. Quelle serait une victoire pour la Russie, au fond? Les Ukrainiens, on a compris, la victoire, c'est tout récupérer. Parce qu'il n'y a pas le choix. Ça se passera pas. Et ça ne se passera pas comme ça, on le sait très bien. Mais c'est l'idée de la victoire chez les Ukrainiens. C'est quoi l'idée de la victoire Non, alors pour les Russes, l'avantage quand on est un autocrate, c'est qu'on fixe soi-même la définition de la victoire. Donc je pense que s'il arrive à conserver la Crimée et les territoires occupés au Donbass depuis le début de la guerre, pour lui, ça sera effectivement une victoire. Le fait qu'il n'ait pas pu changer la direction à Kiev, tout ça est oublié parce que de toute façon, au fur et à mesure, les objectifs ont évolué. Donc c'est lui qui fixera ce qu'est la victoire. Quel serait le scénario idéal, on va dire, pour la communauté internationale, pour les Occidentaux? Quelle victoire à donner à la Russie? Quelle impression de victoire à donner à la Russie? Quelle impression de victoire à donner à l'Ukraine? Ce serait quoi le scénario idéal? Je ne crois pas qu'en Occident, on cherche à donner une victoire à la Russie, parce qu'il y a encore des discours qui disent que la Russie doit être totalement défaite et que la seule solution, c'est la récupération de tous les territoires par les Ukrainiens. Ce n'est pas réaliste, bien évidemment. Pour les Ukrainiens, mais c'est très difficile, c'est pour ça qu'il y a eu des problèmes aussi entre Zelensky et son commandant des forces armées. Zelensky continue de dire que c'est la récupération de tous les territoires, y compris ceux qui ont été occupés en 2014. Maintenant, il y a des réflexions qui consisteraient à finalement accepter des concessions territoriales, mais en contrepartie de garanties de sécurité absolue pour l'Ukraine, mais ça reste à voir. Est-ce que c'est une adhésion à l'OTAN avec une Ukraine dans de nouvelles frontières? Est-ce que c'est des garanties de sécurité des grandes puissances, c'est-à-dire cette fois-ci d'intervention et pas simplement d'armes pour aider à la légitime défense de l'Ukraine? Mais je pense qu'in fine,
ça tournera autour de ça, même si on peut considérer que du point de vue de la morale, de la justice, du droit international, c'est une récompense à l'agresseur. Mais la réalité des relations internationales, c'est quand même fondé sur ce qui se passe sur le champ de bataille. Sylvie Berman, merci pour cette première partie qui concernait donc surtout la Russie. Dans le prochain numéro, nous parlerons plus spécifiquement de l'Ukraine et de l'Europe. Merci beaucoup. Merci.